Elle a essayé de crier, mais aucun son n'est venu. Juste un souffle, un râle, quelque chose entre un gémissement et un soupir. Sa gorge brûlait comme bouteille à glottait du verre pilé. Au-dessus de sa tête, quelque part là-haut, un plancher a craqué, une chaise a raclé, puis une radio a commencé à jouer une valse ancienne. Dans ce sous-sol sans fenêtre, elle entendait pourtant très bien comme la vie projetait ce riement soit chirène. « Il faut que tu restes éveillé, se répétait-elle. Si tu t'endors, tu vas mourir ici. » Elle a posé la tête contre le mur froid, a fermé les yeux 9 secondes et eut vu cela, l'été, Paul, la route vers la Dyrène, Corvi Kolokolchik, mer, criant Isokane, Claire, rentre, il va faire nuit. Elle a attri la glaza, snova, béton, gelez colson dans l'astine, tsep. Cette histoire n'est pas une légende urbaine. C'est arrivé dans un petit village perdu des Vosges, au début des années 70, à une jeune fille que tout le monde avait oubliée, sauf celui qui la gardait. Si ce genre d'histoire te touche, prends un instant pour t'abonner et dire en commentaire ce que t'aurais fait, toi, à la place de ces voisins qui entendaient les cris. Tes mots comptent vraiment pour la suite de ce projet. Alors, commençons. Je suis revenu dans ce village pour la première fois depuis 50 ans. Le car m'a déposé sur la place, devant l'ancienne école communale, celle où tout le monde, ici, a appris à lire et à écrire. Les volets ont été repeints en blanc, la cour est devenue un parking et le vieux tilleul qu'on voyait de toutes les fenêtres n'est plus qu'une souche. Mais l'odeur de la brume du matin est la même, mélange de fumée de bois, de fumier et de terre mouillée. Je me suis surprise à murmurer « Rien n'a changé » et tout a disparu. Une femme est sortie de la boulangerie avec une baguette sous le bras. Elle m'a regardé un instant, d'un air hésitant, comme si elle reconnaissait quelque chose sans réussir à le nommer. Puis elle a baissé les yeux et proche la mima. Je previkla ketom vzladu, dolgi, pristalni, potom ad vodostoronu. Kak buto lidi čusvun, so mnoj zvezano što to ne to, no luči ne spraševat. Je n'avais qu'un sac à la main et adresse molidvi kotori poftara la prosebia des dizaines d'années. La route départementale, le virage, le calvaire, puis la petite rue qui monte vers la forêt. Là-haut, derrière un mur de pierre sèche, se trouve le cimetière, où reposent mes parents. Je viens une fois par an, toujours seul, toujours en silence. Mais aujourd'hui, mes pas m'ont conduit ailleurs avant. Je me suis arrêté devant une maison en pierre, 2 étages, volets bleus, jardinière de géranium à toutes les fenêtres. Une belle maison de notable comme on disait à l'époque. C'était la maison de l'instituteur. Maintenant, il y a un trampoline dans le jardin, des jouets en plastique et un chien qui aboie derrière le portail. Rien ne dit que sous la terrasse, il y a encore, derrière un vieux congélateur hors d'usage, une porte basse en bois qui descend vers la cave. Le premier cri, je l'ai poussé ici, dans ce village, l'été 1972. Je m'appelais encore Claire Martin, j'avais 19 ans et je croyais que ma vie tenait dans un carnet de croquis et une valise prête pour Paris. C'était un jeudi de juin. J'avais passé la journée à aider mes parents à la ferme et j'étais parti en fin d'après-midi porter du lait chez l'instituteur, comme chaque semaine. Une habitude, un service que mon père rendait à Monsieur Bernard. « Tu lui diras que c'est la dernière fois, hein, Claire ?» avait grogné mon père en posant les bidons dans la remorque. « On n'est pas ses domestiques. »
Ma mère, les mains dans l'eau savonneuse, avait soupiré. « Arrête, Pierre, c'est grâce à lui que notre fille a pu aller au lycée à la ville, tu te souviens quand même ?» Mon père avait haussé les épaules. « Je m'en souviens, oui, justement. Les gens comme lui, faut jamais leur devoir trop de choses. » Je n'avais pas écouté. Je connaissais cette route par cœur, le chemin de terre qui longeait le ruisseau, l'odeur des sapins quand on s'approchait du village, les cloches de l'église qui sonnaient les vêpres. Je marchais vite, les bidons à la main, mon esprit à des kilomètres de là. Je pensais à la lettre d'admission à l'école d'art de Nancy que j'avais reçue la veille. « Tu vas voir, maman, je vais partir en septembre, je reviendrai pour les vacances, je te le promets. » Ma mère avait souri sans répondre. Quand j'ai frappé à la porte de la maison de l'instituteur, rien ne m'a paru différent. « Entrez !» a crié une voix depuis l'intérieur. Je suis entré dans le couloir sombre qui sentait la cire et le tabac à pipe. La pendule a sonné 6 heures, je me souviens du bruit clair de chaque coup. « Bonsoir, monsieur Bernard, j'ai apporté le lait », ai-je dit. Il est apparu au bout du couloir, en chemise blanche et gilet de laine, comme d'habitude. Ses cheveux commençaient à griser sur les tempes, ce qui lui donnait un air encore plus respectable. Pour nous, c'était le maître, celui qui connaissait tout, l'histoire, la géographie, même des choses sur l'Algérie dont on ne parlait jamais à la maison. C'est lui qui m'avait dit un jour devant toute la classe « Claire a un vrai talent. Cet enfant doit aller plus loin que le certificat d'études. » Ce jour-là, j'avais cru qu'il me faisait un cadeau. Je ne savais pas qu'il était en train de se choisir une proie. « Pose ça dans la cuisine, ma petite, » a-t-il dit en prenant les bidons. Sa voix était douce, comme toujours. Je suis passé devant lui, et au moment où j'ai tourné à gauche, quelque chose a claqué derrière ma tête. Une douleur brutale, blanche, puis plus rien. Pas même le temps d'avoir peur. Quand j'ai ouvert les yeux, il faisait froid. L'air sentait la terre humide, le moisi et le métal rouillé. Ma joue collait à un sol en ciment, et ma tête bourdonnait comme si 1000 abeilles s'étaient logées dans mon crâne. Je me suis redressé un peu. Une chaîne m'a tiré la cheville vers l'arrière. Un cercle de fer enserrait ma jambe au niveau de l'os, relié à un anneau fixé dans le mur. « Non !» ai-je chuchoté. Ça sonnait comme la voix de quelqu'un d'autre. « Tu t'es enfin réveillé. » Sa voix descendait par l'escalier en bois, calme, presque amusée. Il a allumé la lumière. Une ampoule nue pendait du plafond, jaunâtre, et a dessiné les reliefs de la cave. Des étagères, avec des bocaux, une vieille table, des caisses, et moi, assise par terre, en robe d'été, la jambe enchaînée. « Monsieur Bernard, tu m'appelleras Pierre maintenant, » a-t-il coupé. Je me suis mis à hurler, un hurlement brut, déchiré, tout ce que mes poumons pouvaient donner. « À l'aide, maman, papa, aidez-moi !» Ma voix s'est fracassée contre les murs, est remontée par le petit soupirail. Puis, au-dessus, une fenêtre a claqué. Quelqu'un, là-haut, avait refermé les volets. « Crie, crie tant que tu veux !» a dit l'instituteur en posant un bol d'eau à 2 mètres de moi. « Ici, personne ne descend sans ma permission. Et dehors, il a haussé les épaules. Dehors, ils n'ont pas envie d'entendre. » Je ne le savais pas encore, mais ce hurlement était le dernier vraiment fort que je pousserais de ma vie. Après, ma voix allait s'user, se briser, s'éteindre peu à peu, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que ce souffle rauque, ce chuchotement que tu entends aujourd'hui. Pendant que je hurlais dans ce sous-sol, au-dessus de ma tête, le village vivait. Les fenêtres se sont allumées une à une, les familles se sont installées autour des tables pour dîner. Et quelque part, dans une cuisine qui sentait la soupe aux poireaux, ma mère a lancé à mon père « Elle est en retard, Claire, tu crois qu'elle s'est arrêtée chez une amie ?» Mon père a haussé les épaules. « Elle a 19 ans, Jeanne, laisse-la respirer. » Mais à 22 heures, quand je n'étais toujours pas rentré, mon père a pris la lampe torche et est parti à pied vers le village.
Il a frappé chez les voisins, chez mes anciennes camarades de classe, chez le curé. Personne ne m'avait vu. Finalement, il est arrivé devant la maison de l'instituteur. Les volets étaient fermés, mais une lumière filtrait entre les lattes. Il a tambouriné à la porte. « Monsieur Bernard, ouvrez s'il vous plaît !» La porte s'est ouverte au bout de quelques secondes. L'instituteur se tenait dans l'embrasure, en robe de chambre bordeaux, les cheveux impeccablement peignés malgré l'heure tardive. « Pierre, que se passe-t-il ? Ma fille, Claire, elle devait vous apporter du lait en fin de journée, vous l'avez vue ? Oui, bien sûr, elle est passée vers 18 heures, a posé les bidons et est repartie aussitôt. Je lui ai même dit bonsoir depuis la fenêtre. » Mon père a scruté son visage. Rien, pas une hésitation, pas un battement de cils. « Vous êtes sûr qu'elle est repartie ? » ?»« Certain, je l'ai vue descendre la rue, elle marchait vite, comme d'habitude. » L'instituteur a posé une main sur l'épaule de mon père. « Ne vous inquiétez pas, Pierre, les jeunes filles de son âge, elles ont parfois des secrets, un amoureux peut-être. » Mon père est reparti, le cœur serré, mais sans soupçonner quoi que ce soit. Comment aurait-il pu imaginer que je me trouvais à moins de 5 mètres de lui, sous ses pieds, la bouche bâillonnée avec un chiffon, les mains attachées dans le dos, en train de taper du pied contre le sol de toutes mes forces? J'ai entendu sa voix. « Claire, Claire, où es-tu » J'ai entendu ses pas s'éloigner et j'ai su que j'étais perdu. Le lendemain matin, ma mère est allée signaler ma disparition à la gendarmerie de la ville voisine. Le brigadier Leclerc, un homme trapu avec une moustache en guidon, a noté le signalement d'un air las. Cheveux châtains, œil noisette, 1,65 m, portait une robe à fleurs bleues, c'est ça? Oui, elle n'est jamais rentrée hier soir. Ce n'est pas son genre, monsieur le brigadier. Quelque chose lui est arrivé, j'en suis sûr. Madame, avec tout le respect que je vous dois, les filles de cet âge-là, elles partent parfois sans prévenir, un petit ami, une envie de liberté. Ma fille n'est pas comme ça, a crié ma mère. Elle avait reçu une lettre d'admission à l'école d'art. Elle était heureuse, elle ne serait jamais partie sans dire au revoir. Le brigadier a soufflé. On va lancer des recherches, promis. Mais ne vous attendez pas à des miracles tout de suite. Les recherches ont consisté en 3 choses. Une annonce à la radio locale, un avis placardé sur la porte de la mairie et quelques questions posées aux commerçants du coin. Le brigadier Leclerc est venu interroger l'instituteur en personne. Il s'est présenté un après-midi, carnet à la main, avec un adjoint qui n'a pas dit un mot de toute la visite. « Monsieur Bernard, je suis désolé de vous déranger. Vous connaissez Claire Martin, n'est-ce pas ?»« Bien sûr, une excellente élève autrefois, très douée pour le dessin. » L'instituteur a servi du café dans des tasses en porcelaine, a offert des petits beurres. « Elle devait passer chez vous jeudi dernier, c'est exact ?» « Tout à fait. Elle a apporté du lait, comme chaque semaine. Je l'ai remerciée et elle est repartie vers 18 heures. Je ne l'ai pas revue depuis. Vous ne trouvez pas ça étrange qu'une jeune fille disparaisse comme ça ? » « Si, évidemment. Mais les jeunes, ils ont la tête ailleurs parfois. Je me souviens d'une élève, il y a des années, qui avait fugué pour suivre un garçon jusqu'à Lyon. On l'a retrouvée 3 semaines plus tard. » Le brigadier a hoché la tête, convaincu. « Vous avez sans doute raison. Merci pour votre temps, monsieur Bernard. Je vous en prie, si je peux aider d'une quelconque manière, vous savez où me trouver. » Ils sont partis, et l'instituteur a refermé la porte doucement, presque religieusement. Puis il a descendu l'escalier de la cave, s'est accroupi devant moi et m'a dit avec un sourire « Tu vois, Claire, même la gendarmerie me fait confiance. » Je ne comprenais pas encore qui était vraiment cet homme. Pour moi, jusqu'à ce jeudi-là, monsieur Bernard avait toujours été une figure d'autorité respectable, presque paternelle.
Il m'avait encouragé à poursuivre mes études, avait écrit des lettres de recommandation, avait même prêté des livres d'art à mes parents pour que je puisse les étudier. Mais maintenant, assise sur ce sol froid, la chaîne pesante à ma cheville, je commençais à comprendre. « Pourquoi vous faites ça ?» ai-je murmuré, la gorge encore douloureuse d'avoir tant crié. « Parce que je peux », a-t-il répondu simplement. Il a posé un plateau devant moi, du pain, un morceau de fromage, un verre d'eau. « Tu vas manger, tu vas boire, tu vas rester calme. Si tu te comportes bien, je te traiterai bien. Si tu cries encore, je te bâillonne pour de bon. Ma famille va me chercher, la police va revenir. » Non, Claire, personne ne reviendra. Tu sais pourquoi? Parce que dans ce village, je suis quelqu'un de respecté. J'enseigne ici depuis 23 ans. J'ai appris à lire à la moitié des adultes que tu connais. Le maire, le curé, le médecin, tous ont été mes élèves. Alors qui va croire qu'un homme comme moi puisse faire une chose pareille? Il s'est relevé, a épousseté son pantalon. D'ailleurs, tu as entendu tout à l'heure, quelqu'un marchait dans la rue, Madame Dupont, je crois. Elle rentrait de la messe. Je suis sûr qu'elle t'a entendu crier hier soir. Mon cœur a fait un bond. Alors, elle va prévenir quelqu'un? Non. Sa voix était si calme que ça en devenait terrifiante. Parce que vois-tu, les gens d'ici ont une règle très simple. On ne se mêle pas des affaires des autres, surtout quand ces affaires concernent quelqu'un d'important. Ils préfèrent se convaincre qu'ils n'ont rien entendu. Il a commencé à remonter l'escalier. « Mange, Claire, tu vas avoir besoin de force. » La lumière s'est éteinte. Madame Dupont n'a pas dormi cette nuit-là. Elle était allongée dans son lit, les yeux grands ouverts, à écouter le tic-tac de l'horloge murale et le ronflement régulier de son mari, Gérard, à côté d'elle. Elle n'arrivait pas à chasser de son esprit ce qu'elle avait entendu la veille au soir, en rentrant de la messe. Un cri, étouffé mais distinct, qui semblait venir de chez l'instituteur. « Gérard » a-t-elle fini par chuchoter en le secouant doucement. « Quoi ? Il faut que je te parle, c'est important. » Il s'est redressé en grognant, a allumé la lampe de chevet. « Qu'est-ce qu'il y a, Simone? Il est 3 heures du matin. » Hier soir, en passant devant la maison de M. Bernard, j'ai entendu quelque chose, un cri, comme si quelqu'un appelait à l'aide. Gérard a froncé les sourcils. « Un cri ? T'es sûr ? » Certaine, ça venait de sa cave, je crois. Peut-être que quelqu'un est blessé ou coincé. Simone, il a posé une main ferme sur son épaule. C'est Monsieur Bernard dont tu parles, l'instituteur, un homme respectable. Si tu vas raconter ça à la gendarmerie, tu vas le mettre dans l'embarras pour rien, et nous avec. Mais si vraiment quelqu'un a besoin d'aide, alors c'est à lui de le signaler, pas à nous de fourrer notre nez où il ne faut pas. Tu m'entends ? Elle a hoché la tête, mais le malaise était là, ancré dans sa poitrine comme une pierre. Le lendemain, en faisant ses courses chez l'épicier, elle a croisé Hélène Roussel, une autre voisine. Elles ont parlé de la pluie, du prix des tomates, et puis Simone n'a pas pu s'empêcher de demander. « Dis-moi, Hélène, toi qui habites juste à côté de chez Monsieur Bernard, tu n'as rien entendu de bizarre ces derniers jours ?» Hélène a pâli légèrement. « Pourquoi tu me demandes ça ?»« Oh, pour rien. Juste, j'ai cru entendre un bruit étrange l'autre soir. » Hélène a baissé la voix. « Moi aussi, 2 fois même. Une fois jeudi soir et encore vendredi matin. Comme des gémissements. Ça venait de sa cave. Tu as prévenu quelqu'un ? Tu plaisantes ? Mon mari m'a dit de me taire. Il dit que si on commence à accuser les gens respectables du village, on va devenir des parias. Et puis, peut-être que c'est juste un animal blessé, ou la radio, ou... » Elle s'est tue, parce qu'elles savaient toutes les deux que ce n'était ni un animal, ni une radio. Mais elles savaient aussi qu'il y avait des règles non écrites dans ce genre de village. On ne dénonce pas un notable, on ne crée pas de scandale, on ferme les yeux et on continue sa vie.
Alors Simone a acheté ses tomates, Hélène a payé son pain, et elles sont rentrées chez elles en se promettant de ne plus en parler. Pendant ce temps, dans la cave, je perdais peu à peu la notion du temps. Les jours se ressemblaient. La lumière s'allumait, l'instituteur descendait avec un plateau, me regardait manger, puis remontait. Parfois il restait plus longtemps, s'asseyait sur une vieille caisse et me parlait. « Tu sais, Claire, tu devrais me remercier. Dehors, tu n'aurais été qu'une fille ordinaire, destinée à se marier avec un paysan et à finir comme ta mère. Ici, tu es spéciale, tu es à moi. Je ne suis à personne, ai-je craché. Il a souri. C'est ce que tu crois maintenant, mais avec le temps, tu comprendras. Il a sorti un livre de sa poche, un recueil de poèmes de Baudelaire. Tiens, je t'ai apporté de la lecture. Je me souviens que tu aimais la poésie. Je l'ai fixé sans prendre le livre. Vous êtes fou. Non, Claire, je suis simplement quelqu'un qui prend ce qu'il veut quand personne ne regarde. Il a posé le livre par terre, s'est levé, et avant de remonter, il a ajouté « D'ailleurs, tu devrais arrêter de crier. » Personne ne viendra. J'ai croisé Madame Dupont ce matin. Elle m'a salué avec un grand sourire. Elle n'a rien dit. Pas un mot. J'ai senti quelque chose se briser en moi à ce moment-là, parce que je comprenais enfin. Les gens savaient, ou du moins se doutaient, mais ils avaient choisi de ne rien faire. Ils avaient choisi leur confort, leur tranquillité, plutôt que de venir en aide à une fille de 19 ans enchaînée dans une cave. J'ai arrêté de crier. À quoi bon user ma voix pour des sourds volontaires? Au bout de 6 mois, j'avais arrêté de compter les jours. Les entailles que je gravais sur le mur avec un clou rouillé s'étaient multipliées, puis espacées, puis finalement arrêtées. À quoi bon savoir si c'était lundi ou jeudi, mars ou septembre, quand chaque journée était identique à la précédente? La lumière s'allumait, le plateau descendait, la lumière s'éteignait. Entre les deux, le noir absolu et le silence, sauf quand, au-dessus, les planchers craquaient et que j'entendais sa vie continuer normalement. Il recevait des visiteurs parfois. J'entendais des voix, des rires, le tintement des verres. « Alors, Bernard, toujours pas marié? Un homme comme vous, ça devrait avoir une femme à la maison. » « Bah, vous savez, je me suis habitué au célibat, la liberté a du bon. » Des rires encore, puis le bruit des chaises qu'on repousse, des au revoir échangés. Et moi, en bas, recroquevillé contre le mur, je serrais les poings jusqu'à ce que mes ongles s'enfoncent dans mes paumes. Ma famille, je l'ai appris bien plus tard, ne m'a jamais oublié. Pendant les 3 premières années, ma mère est allée chaque semaine à la gendarmerie pour demander où en était l'enquête. « Madame Martin, on fait ce qu'on peut, mais votre fille était majeure, elle avait le droit de partir si elle le souhaitait. Elle n'est pas partie, quelqu'un lui a fait du mal, je le sais. Vous n'avez aucune preuve, on ne peut pas accuser les gens sur une intuition. » Mon père, lui, a commencé à boire. Pas beaucoup, juste assez pour supporter la culpabilité de m'avoir laissé partir seul ce soir-là. Si je l'avais accompagné, si je m'étais méfié de ce type. Il s'est éteint en 1976, le cœur lâché dans son sommeil. Ma mère a tenu encore 2 ans, puis elle aussi est partie, usée par le chagrin et les questions sans réponse. Ils sont morts en croyant que j'étais quelque part, peut-être vivante, peut-être heureuse, mais sûrement loin. La vérité, c'est que j'étais à 3 kilomètres de leur ferme, que pendant qu'ils pleuraient, je respirais encore, je mangeais, je dormais, j'existais dans ce trou. Et que l'instituteur continuait d'enseigner, de corriger des cahiers, de saluer poliment les parents d'élèves dans la rue.
Bonjour, monsieur Bernard, toujours aussi dévoué à votre métier. C'est un plaisir, madame. Les enfants sont notre avenir après tout. J'ai tenté de m'échapper une seule fois. C'était la 3e année, je crois. L'instituteur avait commis une erreur. En remontant après m'avoir apporté à manger, il avait oublié de verrouiller complètement le cadenas qui retenait la chaîne. J'avais attendu qu'il parte faire ses courses. Je connaissais son emploi du temps par cœur, le samedi matin, toujours entre 9h et midi. Et j'avais tiré sur la chaîne de toutes mes forces. Le cadenas a cédé. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'il éclate. J'ai grimpé l'escalier en bois, les jambes tremblantes après des mois sans vraiment marcher. La porte en haut était fermée, évidemment, mais pas verrouillée de l'intérieur. Je l'ai poussé, et pour la première fois depuis une éternité, j'ai vu la lumière du jour. La cuisine de l'instituteur, propre, bien rangée, avec une horloge qui indiquait 10h20. J'avais 40 minutes avant son retour. J'ai couru vers la porte d'entrée, mais mes jambes ne répondaient plus. J'ai trébuché, me suis rattrapé au mur et recommencé. Dehors, le village était silencieux. C'était un samedi matin ordinaire, quelques voitures garées, des volets ouverts, une vieille dame qui arrosait ses fleurs de l'autre côté de la rue. Je me suis mise à crier « Au secours! Aidez-moi! Je suis Claire Martin! Je suis vivante !» La vieille dame a levé les yeux, m'a regardé. J'étais pieds nus, vêtu d'une robe sale et déchirée, les cheveux emmêlés, le visage creusé par la malnutrition. Elle a froncé les sourcils, puis elle a détourné le regard et est rentrée chez elle. Elle a fermé la porte. « Non, 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 non !» J'ai couru jusqu'à la maison d'à côté, j'ai tambouriné. « S'il vous plaît, ouvrez, je suis prisonnière !» Personne n'a ouvert. J'ai vu un rideau bouger à l'étage, une silhouette qui m'observait, puis plus rien. J'ai continué à frapper, à crier, jusqu'à ce qu'une voiture remonte la rue. La voiture de l'instituteur. Il était rentré plus tôt que prévu. Il est sorti calmement, a claqué la portière et s'est dirigé vers moi avec un sourire glacial. « Claire, qu'est-ce que tu fais dehors? Laissez-moi partir! Laissez-moi partir !» J'ai essayé de courir, mais il m'a attrapé par le bras. « Quelqu'un, aidez-moi !» Personne n'est sorti. Les rideaux étaient tous tirés, les portes fermées. Il m'a traîné à l'intérieur, a refermé derrière nous et m'a giflé si fort que j'ai vu des étoiles. « Tu as cru quoi? Que quelqu'un allait te sauver ?» Il m'a poussé vers l'escalier de la cave. Ils t'ont vu, Claire, ils t'ont entendu et ils n'ont rien fait. Tu comprends maintenant, personne ne veut savoir, personne ne veut se mêler de mes affaires. Il m'a jeté dans la cave et cette fois, il a raccourci la chaîne. Je ne pouvais plus me tenir debout, juste m'asseoir ou m'allonger. La prochaine fois que tu essaies de t'enfuir, je te brise les jambes, a-t-il dit avant de remonter. Et j'ai su qu'il le ferait. Après ça, quelque chose en moi s'est éteint. Je ne pleurais plus, je ne criais plus, je ne rêvais plus de liberté. Je mangeais mécaniquement, dormais par intermittence, fixais le plafond pendant des heures. Les années ont passé. 4, 5, 6, 7. Ma voix, à force de ne plus servir, était devenue un murmure rauque. Mes cheveux, que je n'avais jamais coupés, tombaient en mèches sales jusqu'au sol. Mon corps n'était plus qu'os et peau. L'instituteur continuait de descendre chaque jour. Parfois il me parlait, me lisait des poèmes, me racontait les nouvelles du village. Madame Dupont est morte la semaine dernière, une crise cardiaque. Elle n'aura jamais rien dit, tu vois. D'autres fois, il restait silencieux, se contentait de me regarder. Tu es devenue exactement ce que je voulais, Claire, quelque chose qui m'appartient.
Mais moi, dans ma tête, j'étais ailleurs. Je me construisais des mondes imaginaires, des paysages où je courais pieds nus dans l'herbe, où je dessinais des portraits au fusain, où ma mère me prenait dans ses bras en disant « Ma petite Claire, comme tu m'as manqué ». Ces rêves étaient tout ce qui me restait. Et parfois, je me demandais si je n'avais pas déjà disparu, si ce corps dans la cave n'était pas juste une coquille vide que l'instituteur gardait par habitude. 8 ans, 8 ans, dans le noir. 8 ans où le monde au-dessus de ma tête a continué de tourner, où les saisons ont changé, où les gens ont ri, pleuré, vécu, sans savoir ou sans vouloir savoir que j'existais encore. Jusqu'à ce jour de février 1980 où tout a basculé. Ce jour-là a commencé comme tous les autres. Un froid humide me rongeait les os, une lumière sale filtrait par le soupirail, et je comptais les secondes entre chaque goutte qui tombait d'une canalisation dans un seau cabossé. J'attendais plus rien depuis longtemps. Même la mort avait cessé d'être une obsession. Elle était devenue une possibilité lointaine, comme un orage qu'on sent au loin sans savoir s'il viendra jusqu'ici. J'ai entendu ses pas dans l'escalier, ce grincement de marche que je connaissais mieux que ma propre respiration. J'ai levé les yeux, prête à voir, comme chaque jour, la silhouette de l'instituteur se découper dans le cadre de la porte. Mais cette fois-ci, rien n'est venu. Les pas se sont arrêtés à mi-chemin, un bruit sourd a retenti, comme un corps qui heurte brutalement le bois, puis un silence plus épais que tous ceux que j'avais connus. « Monsieur Bernard ?» Ma voix n'était plus qu'un souffle, un frottement d'air. Pas de réponse. Il y a eu un bruit de chute, un gémissement coupé net, et puis plus rien. Les secondes se sont étirées, interminables. Je sentais mon cœur battre dans ma gorge. Après ce silence, un autre son est apparu, plus léger, hésitant. Des pas que je ne connaissais pas, plus rapides, plus jeunes. Il traversait le couloir du rez-de-chaussée, fouillait les pièces, ouvrait des placards. Je me suis recroquevillé sur moi-même. J'ai pensé, il a trouvé quelqu'un d'autre, une nouvelle victime. On va me laisser mourir ici. La porte du haut a grincé. Les marches ont protesté sous un poids que je sentais différent, plus nerveux. Un souffle saccadé, presque affolé, s'est rapproché. Puis une voix d'homme, étranglée. « Mon Dieu, qu'est-ce que… » La lumière s'est allumée d'un coup. J'ai plissé les yeux, aveuglé. Dans le rectangle de la porte se tenait un homme d'une trentaine d'années, manteau sombre, foulard autour du cou, un trousseau de clés à la main. Ses yeux se sont agrandis en me voyant, comme s'il venait de tomber sur un fantôme. « Bonjour », ai-je voulu dire, mais aucun son n'est sorti. Ma bouche s'est ouverte, s'est refermée, mes cordes vocales n'ont produit qu'un râle à peine audible. Lui, en revanche, s'est mis à parler très vite. « Je suis son neveu, il est par terre là-haut, je crois qu'il est mort, et vous êtes… » Il a descendu les dernières marches en hâte, mais s'est arrêté à 2 mètres de moi, pris de panique. Je devais être effrayante à voir, une femme squelettique, les cheveux en corde, la peau grisâtre, une chaîne à la cheville. Je lui ai tendu la main, lentement. « C'est… là… est… » C'était tout ce que j'arrivais à articuler. « Claire ?» a-t-il répété, comme si ce prénom me remontait d'un endroit très lointain de sa mémoire. « Claire Martin, c'est vous ?» J'ai cligné des yeux. Une fois, c'était tout ce que j'avais à lui offrir comme réponse. Je n'avais plus la force de pleurer. Il a lâché son trousseau de clés et s'est agenouillé près de moi. Ses mains tremblaient quand il a touché le métal froid autour de ma cheville. « Je vais vous sortir de là, d'accord ? Je vais vous sortir de là. » Les clés ont cliquoté plusieurs fois,
avant qu'il trouve la bonne. Quand le verrou a cédé, un poids invisible a semblé se lever aussi, comme si, pour la première fois en 8 ans, l'air de la cave devenait respirable. Je vais appeler la gendarmerie, les secours. Il est remonté en courant. J'ai entendu sa voix affolée au téléphone, des mots que je ne comprenais pas tous. Séquestration, 8 ans, vous devez venir tout de suite. Puis, très loin, le hurlement d'une sirène. On m'a sorti de la cave sur un brancard. Le ciel d'hiver m'est tombé dessus comme une mer blanche, trop vaste. J'ai fermé les yeux, incapable de supporter cette lumière. Des hommes en uniforme parlaient au-dessus de moi. Elle est consciente? À peine, regardez son état. C'est pas possible qu'on ne se soit rendu compte de rien. On m'a emmené à l'hôpital. On m'a piqué, lavé, nourri goutte à goutte. Les médecins parlaient de carence extrême, de trauma, de mutisme acquis. Ils posaient des questions, mais ma bouche refusait de collaborer. Les mots existaient dans ma tête, parfaitement clairs, mais le chemin entre ma pensée et ma voix était brisé. Un gendarme est venu s'asseoir au bord de mon lit. « Mademoiselle Martin, je suis le capitaine Dumont. Nous avons beaucoup de choses à éclaircir. Vous avez disparu en 1972. Nous sommes en 1980. 8 années. » Il a marqué une pause. « Savez-vous qui vous a enfermé ?» Je l'ai regardé. Bien sûr que je savais, mais ma gorge n'a produit qu'un souffle rauque. « C'était votre instituteur, n'est-ce pas ?» J'ai cligné des yeux. Il a pris ça pour un oui. Il est mort ce matin, crise cardiaque au pied de l'escalier de la cave. Il n'aura jamais à répondre de ses actes devant un tribunal. Il a baissé la tête un instant. Je suis désolé. Je n'ai rien ressenti. Ni soulagement, ni colère, ni joie. Juste un vide immense. Il était mort, c'était un fait. Mais moi, j'étais encore là, dans ce corps abîmé, avec ces années volées collées à la peau comme une odeur qui refuse de partir. Les journalistes ont afflué, la séquestrée des Vosges, titraient les journaux. Les caméras se sont postées devant l'hôpital, puis devant la mairie du village. On interviewerait les voisins, les anciens élèves, le maire, le curé. Tous avaient la même phrase à la bouche. « Nous ne savions pas, nous n'avons jamais rien soupçonné. » Certains ont ajouté « C'était un homme tellement discret, tellement serviable. Il donnait des cours de soutien gratuitement, il réparait les vélos des enfants. » On montrait sa photo, un visage banal, spectaculaire seulement par la respectabilité qu'on lui avait prêtée. Un monstre qui, pour le monde entier, restait un brave instituteur. Personne n'a filmé les nuits où je me réveillais en hurlant sans pouvoir émettre un son. Personne n'a vu les crises de panique à chaque fois qu'une porte se fermait un peu trop fort. Personne n'a montré la petite fille de 19 ans restée coincée quelque part dans ma tête, qui continuait de frapper contre les murs pour qu'on vienne la chercher. Officiellement, j'étais sauvé. En réalité, je sortais d'une cave pour entrer dans une autre, celle du regard des autres, de leurs questions, de leur curiosité malsaine. Aujourd'hui, j'ai 71 ans. Je vis seul dans une petite maison à la périphérie d'une ville où personne ne connaît mon histoire, à part les médecins et quelques voisins trop curieux. Je travaille dans un jardin public, je taille les haies, j'arrose les massifs, je parle aux arbres dans ma tête, parce que, eux, ne me demandent jamais de raconter ce qui s'est vraiment passé là-bas. Je ne parle toujours presque pas. Les médecins disent que je pourrais physiquement. Ils parlent de blocage psychique, de trauma figé. Ils ne comprennent pas que le silence est devenu mon refuge, ma façon de reprendre un peu de contrôle. Pendant 8 ans, ma voix n'a servi à rien. Alors je l'ai rangée, comme on range un objet inutile au fond d'un tiroir.
Chaque année, au début de l'automne, je prends le bus pour retourner dans ce village des Vosges. Je descends sur la place, je traverse la rue principale et je monte la côte jusqu'au cimetière. Je nettoie la tombe de mes parents, j'arrache les mauvaises herbes, je change les fleurs. Je leur parle en silence. Je leur dis que je suis désolé d'être revenu si tard. Ensuite, je redescends par la petite rue qui longe l'ancienne école. La maison de l'instituteur est toujours là, mais elle a changé de visage. Les volets sont d'une autre couleur, le jardin est rempli de jouets. Un chien vient flairer le portail quand je passe. La vie a repris possession des lieux, comme si la cave n'avait jamais existé. Les nouveaux propriétaires ne savent pas qui je suis. Pour eux, je suis juste une vieille femme qui marche lentement devant leur maison, une fois par an, en s'arrêtant toujours au même endroit. Parfois, un enfant passe la tête par la fenêtre et me regarde avec curiosité. Je lui souris. Il me rend mon sourire, puis disparaît. Je sais que, sous leurs pieds, la porte de la cave est toujours là. Je sais exactement où, à 20 centimètres près, se trouve l'anneau fixé dans le mur. Parfois, j'imagine que je pourrais frapper à leur porte, leur demander la permission de descendre pour voir. Je pourrais leur dire tout, mais je ne le fais pas. À la place, je reste sur le trottoir, je pose la main sur le muret de pierre, je ferme les yeux. Dans ma tête, je descends l'escalier une dernière fois. Je vois le sol en ciment, la tache d'humidité dans le coin, l'ampoule pendue qui oscille lentement. Je me vois, à 19 ans, assise contre le mur, la chaîne à la cheville. Je suis sortie, chuchote la femme que je suis devenue. Je le sais intellectuellement, je ne dors plus sur ce sol, je ne mange plus sur ce plateau, je respire l'air libre depuis des décennies. J'ai vu la mer, j'ai appris à jardiner, j'ai même adopté un chat, je suis vivante. On me le répète souvent. Mais une partie de moi est restée là-bas. Une partie de moi n'a jamais franchi le seuil de cette cave. Elle continue de compter les gouttes, de tendre l'oreille au moindre bruit de pas, d'espérer que quelqu'un, cette fois, ouvrira la porte. Et personne ne peut la convaincre du contraire. Je rouvre les yeux. Un vent frais descend de la forêt, apportant avec lui l'odeur de la terre humide et des feuilles mortes. Le chien aboie derrière le portail, une voix d'homme lui dit de se taire. Je tourne la tête vers la maison, juste un instant. Mes lèvres bougent à peine. Je suis sorti. Un souffle, presque rien. Mais je suis toujours là-bas. Je me remets en marche, doucement. Je descends la rue, je rejoins l'arrêt de bus. Autour de moi, les gens parlent, rient, vivent. Personne ne se doute qu'ils croisent une femme qui a passé 8 ans dans un sous-sol à quelques mètres de leurs souvenirs d'enfance. Ce n'est pas une histoire pour faire peur autour d'un feu de camp. Ce n'est pas une légende de France profonde qu'on raconte en disant « Vous imaginez si ça nous arrivait ?» C'est arrivé. Ce que tu viens d'entendre, ce sont les miettes de ces années-là, ce que ma mémoire accepte de laisser remonter à la surface. Si cette histoire t'a touché, si tu penses toi aussi que le pire monstre n'est pas celui qui enferme, mais parfois ceux qui entendent et se taisent, laisse quelques mots. Dis ce que tu aurais fait, ce que tu feras si, un jour, derrière un mur, tu crois entendre quelqu'un appeler à l'aide. Parce qu'entre une vie brisée et une vie sauvée, parfois, il n'y a que ça. Une oreille qui refuse de se boucher et une main qui ose frapper à la mauvaise porte.